Bonsoir à tous, merci d'être venus pour ceux qui ont bravé le froid et le Covid. Alors, tout d'abord, je souhaite, on va laisser ouvert encore un peu, quelqu'un on fermera pour le chaud, on va laisser encore 5 minutes pour les retardataires. Je souhaite tout d'abord excuser Monsieur Guillot, qui est, alors comment on dit ça, Covid, cas contact avéré. Voilà. Donc il est immobilisé pendant 7 jours chez lui, exactement. Voilà. Et donc je dois aussi vous informer officiellement aujourd'hui de la décision prise avec toute mon équipe de décharger M. Paul Guillot de ses fonctions de DGS. Alors évidemment, la procédure qui s'appliquera sera respectée dans sa forme et dans les délais, et on est accompagné pour cette tâche avec le centre de gestion de l'Isère. Voilà pour les informations. Avant de démarrer, donc je vous propose d'ouvrir la séance et de faire l'appel. Alors, quand on est Gérald, là, hop. Claire Péchel. Florian Grenier. Présent. Anne Drogo. Pouvoir à Laetitia Serpaggi. Présent. Brahim Sadi. Présent. Dolores Adamski. Présent. Alain Fernandez. Présent. René Martin. Présent. Pascal Lubin. Présent. Nadège Mancino. Sabine Alive. Absente, je crois. Debéchillon Florent. Absent aussi. Dory Bouchon. Arnaud Collet. José Correa dos Santos. Pouvoir à Alain Fernandez. Présent. Vanessa Renard. Présent. Sébastien Magnier. Présent. Marie-Laure Tresca. Présent. Marie-Émile Daubigny. Présent. Françoise Soulier. Pouvoir à Claire Péchel. Damien Lassiguera. Présent. Laetitia Serpaggi. Éric Glénat. Présent. Franck Présumé. Je vous dis Jean-Charles. Non, il est arrivé. C'est dans l'ordre du tableau. Clotilde Berthier. Aude Picard-Wolf. Stéphanie Besset. Sébastien Ginesté. Donc, absent, on n'a pas de pouvoir. Cédric Augier. Donc, pouvoir à Stéphanie Besset. Et enfin, Jean-Charles Banquieri. Donc, on constate que le quorum est atteint, donc on va pouvoir délibérer pour la séance. Alors, je propose au conseil municipal de nommer qui veut être nommé en tant que secrétaire de séance. Dans ton équipe, Franck, quelqu'un veut prendre la place de secrétaire de séance, pardon. Ça n'a pas changé depuis. C'est juste du travail en plus. C'est juste du travail en plus, un petit peu ce soir. Non. C'est promis. Vous savez comment ça marche? Allez, ça marche, merci. Alors, avant de démarrer, on a 3 délibérations concernant la formation des commissions à la CAPV. Donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, que pour le vote de ces 3 délibérations concernant les commissions de la CAPV se fasse à main levée et non à bulletin secret. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non? Ok. Donc, elles ne sont pas tout de suite, mais ça permet d'anticiper. Alors, première chose, on va d'abord faire l'approbation du compte-rendu de la séance du 27 août.
Donc, je demande au conseil municipal d'approuver le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 27 août 2020. Vous l'avez tous reçu il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ouais, il faudra bien nettoyer le micro entre chaque. Il y a les... Oui, oui, c'est pour ça on a mis à côté. Pourquoi il y avait des lâches? Ah, un micro délingé. Merci pour la consigne. Bonsoir à toutes et à tous. Non, sans refaire débat des dernières questions, des questions orales de la dernière fois, on avait interpellé Gérald sur le fait qu'on était étonné de ne pas voir de compte rendu des questions orales qu'on avait posées la dernière fois. On a eu une réponse qui ne nous satisfait pas, donc on s'abstiendra sur cette délibération. Ok. D'autres questions sur le compte rendu? Alors je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, délibération validée, merci. Troisième délibération, donc je vais vous faire le compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre. Donc, conformément à l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, j'informe les membres du conseil municipal des décisions que j'ai prises en vertu des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal lors de la réunion du 25 avril 2014. Là, il y a une petite erreur. Donc, c'était le 27 août 2020. C'est un copier-coller. Non, pas de problème. Non, je vais reculer. Vous m'entendez là si je me mets pas? Ouais, ok, alors je m'avance pas plus. Promis. Alors je recommence. Conformément à l'article 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je vais informer les membres du conseil municipal des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation d'attribution accordée par le conseil lors de notre réunion du 27 août 2020. Je donne acte des décisions prises dans le cadre de l'exercice de la délégation donnée par le conseil municipal, conformément à l'article L. 2122-22. Donc, l'arrêté du 2020-7-10-73 du 3 septembre 2020, donc concernant l'école municipale de musique et de danse Jean-Pierre-Malfait, la gratuité de certains cours en raison de la pandémie Covid-2019. Donc, considérant la volonté de la commune d'ouvrir la culture à tous, il a été décidé à titre exceptionnel, en raison de l'épidémie de Covid-19 et pour encourager la pratique d'activités culturelles, d'appliquer pour l'année scolaire 2020-2021 les dispositions suivantes. Donc, les élèves de plus de 8 ans inscrits dans un cours de danse pourront bénéficier gratuitement d'un second cours de danse différent du premier. Et les élèves de moins de 8 ans inscrits dans un cours de danse pourront bénéficier gratuitement d'un cours de formation musicale. Est-ce que vous avez des questions sur, voilà, donc c'était pour... en fait, ça concerne surtout les enfants qui font de la danse, parce qu'en fait, les enfants qui faisaient des instruments ont pu, via Team, Zoom et compagnie, nos nouveaux amis depuis quelques temps, de faire quand même un petit peu de cours de musique. Voilà, donc par contre la danse, c'était pas possible. Voilà. Deuxième décision, donc 2020-1-74 du 15 septembre 2020, la signature d'un acte modificatif au marché 2019-1 de travaux pour la création d'une maison des associations avec la société Glénat. Donc, considérant les plus-values et les moins-values observées sur le lot 10 du marché, il a été décidé la signature d'un acte modificatif au marché 2019-01 de travaux pour la création donc, de la maison des associations. Alors, en plus-value, on avait la pompe, je vous décris le tableau, une pompe bouclage sanitaire, siphon de chaufferie, modification lavabo PMR, un siphon de sol supplémentaire, un urinoir, un vidoir complet avec robinetterie,
et tuyauterie. Là, on est sur des plus-values, et en moins-value, on avait 2 caniveaux de douche, 2 WC classiques supprimés. Donc ce qui fait au total une plus-value de 1 359 €. Voilà pour ce premier acte modificatif concernant un marché pour la maison des associations. Décision, vous avez des questions, pardon, excusez-moi, on va passer à celle d'après. Décision du même style, la 2020-1.1-075 du 29 septembre 2020. Donc c'est la signature d'un acte modificatif au marché 2019-01 de travaux pour la création toujours de la maison des associations, et cette fois avec la société ACGP SACI. Donc, considérant les moins-values observées sur le lot 3 du marché, il a été décidé la signature d'un acte modificatif au marché 2019-1 de travaux pour la création de la maison des associations. Donc ça a été la suppression d'un poste 4.9 casquette métallique de 2 948,88 €. Donc en moins-value, peut-être que Florian peut nous donner l'explication sur cette ligne. Suppression, c'était quoi exactement? Vas-y, avec le micro, c'est bien. C'est une casquette qui était prévue au lot d'assujetti classique qui a été fait en béton, tout simplement. Et c'est quoi une casquette? Pardon? Une dépassée en béton permettant de couvrir une zone extérieure. Merci. Là, j'ai compris. Là. Ok, merci Florian. Donc voilà. Dernière décision, donc la 2020-1.4-76 du 6 octobre 2020. La signature d'une convention de conseil en recrutement avec le centre de gestion de l'Isère pour un poste de directeur général des services. Donc, considérant qu'il est nécessaire de demander au centre de gestion de l'Isère d'apporter son appui et son aide à la décision dans le processus de recrutement d'un ou une DGS, il a été décidé la signature d'une convention de conseil en recrutement avec le centre de gestion de l'Isère, représenté par son président, M. Marc Bayetto, domicilié 416 rue des Universités, à Saint-Martin-d'Hères. Le tarif de l'intervention est fixé à 756 €. En cas de besoin, pour une évaluation des compétences managériales, un tarif complémentaire de 612 € pour un candidat pourra être appliqué, ainsi qu'un tarif dégressif de 486 € pour un candidat supplémentaire. Un tarif forfaitaire de 25 € pour chaque déplacement, ainsi que 15,25 € pour les frais de repas est également prévu. Le règlement de l'intervention et des frais annexes sera effectué par un mandat administratif sur présentation d'un rapport d'exécution. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision? Je vous remercie. Donc on peut poursuivre le déroulé de la séance avec les premières délibérations concernant le budget et les finances. Et je laisse la parole à Claire Péchel, la première adjointe en charge des finances. Alors, première décision budgétaire modificative, la numéro 1. Donc, je demande au Conseil municipal d'approuver la décision budgétaire modificative définie dans le tableau que vous avez juste en dessous. Donc, en termes d'investissement, il y a une augmentation des crédits au niveau des dépenses sur la partie taxe d'aménagement, donc D-10 226-01, d'un montant de 61 500 €. Ce qui nous donne un total donc, de 61 500 € pour la partie dotation, fonds divers et réserve des 10. Sur la partie subvention d'investissement, il y a une première ligne qui concerne les travaux d'accessibilité des ERP, ADAP, R-1323-132-20, donc une diminution de crédit sur les recettes de 13 000 €, ainsi qu'une deuxième ligne de 9 000 € concernant les travaux d'accessibilité des ERP, donc ADAP toujours, pour la R-1328-132-01, ce qui nous donne un total sur les subventions d'investissement R13 avec une diminution de crédit en recettes de 22 000 €. Alors ensuite, sur le matériel informatique, donc le D-2183-010-020, donc une diminution de crédit sur les dépenses de 10 000 €,
Sur les bâtiments communaux, donc D-21 88-018-020, une augmentation de crédit de 2 500 € au niveau des dépenses. Donc, ce qui nous donne un total en immobilisation corporelle de 10 000 € de diminution de crédit et 2 500 d'augmentation de crédit. Sur la partie matériel informatique, donc on retrouve nos 10 000 € en D-23-13-010-020 sur la partie donc augmentation de crédit, 4 000 € sur le stade d'honneur, donc à D-23-13-011-412, donc on a bien nos 4 000 € en augmentation de crédit. Sur les bâtiments communaux, on a une diminution de crédit de 2 500 €. D-23-13-018-020. Sur les travaux d'accessibilité des ERP, on a 29 290 € en diminution de crédit, donc D-23-13-132-020. Au niveau des aménagements des abords du stade concernant la maison des associations, on a une augmentation de crédit de 15 000 €, à 23-15-106-411. Pour les tennis, il avait été prévu 67 000 € qui sont du coup diminués au niveau des crédits. C'est la 23-15-145-414. Nous avons 7 000 € en divers travaux de voirie en augmentation de crédit, donc à D-23-15-169-822. Et enfin, l'aménagement des abords du stade, maison des associations, la R238-106-411, où nous avons 13 210 € qui sont en augmentation de crédit au niveau des recettes. Ce qui donne un total au niveau des immobilisations en cours, donc 98 790 € en diminution de crédit, 36 000 en augmentation de crédit au niveau des dépenses, et au niveau des recettes, nous avons 22 000 € en diminution de crédit et 13 210 € en augmentation de crédit. Ce qui porte un total général à moins 8 790 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, merci pour ces chiffres, mais derrière ces chiffres, est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications, notamment les dépenses nouvelles, qu'est-ce que vous financez, et sur les annulations de crédit, leur justification aussi, s'il vous plaît. Sur quelle ligne précisément? Toutes? Les principaux montants, non, pas tous. Alors, les principaux montants. Celui qui vous intéresse, c'est lequel? De 67 000 sur les tennis. Donc là, il s'agissait de refaire les tennis. C'est une dépense que vous aviez prévue lors de votre budget et que nous avons choisi de ne pas faire cette année. Ensuite, sur les travaux d'accessibilité, idem. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ça résonne? Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non? Vous m'entendez bien? Ou ça résonne? Là, ça va, oui. Pardon. Alors, sur la partie tennis, il y avait 67 000 € qui avaient été initialement prévus au budget, qui concernaient donc la réfection des cours de tennis de 2 d'entre eux, et nous avons choisi de ne pas le faire cette année. C'est bon? Ensuite, sur les travaux d'accessibilité des ERP, c'est pareil, il y a des choses qui sont décalées à l'année prochaine. Donc, c'est les 29 290 que l'on retrouve sur les gros chiffres. Il y a aussi la partie matériel informatique où 10 000 € avaient été prévus et finalement ils seront reportés à l'année prochaine. Alors il y a plusieurs raisons là-dedans, hein. Il y a du renouvellement de matériel et il y a un certain nombre d'installations dans l'infrastructure, notamment avec caméra compris du retard et la fibre aussi. Voilà pour les principaux montants. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas clairs pour vous? Non, c'est bon. On note donc l'annulation des tennis et le report pour la date. Ok, merci. Donc, juste une petite précision concernant les tennis. Donc, on a rencontré
Fédération française de tennis, et puis quelqu'un d'autre de la Fédération française de tennis avec qui on a repris le dossier. Et donc l'objectif était d'optimiser, de vraiment découvrir ce qu'ils avaient envie de faire sur les 2 cours de tennis, et donc de prolonger le projet pour 2021 pour optimiser l'aspect financier dans un premier temps, et on est en bonne voie pour trouver aussi des subventions qui vont venir diminuer les coûts d'investissement de la réfection donc des 2 premiers tennis qui sont, je vous l'accorde, dans des états lamentables. Donc on est bien conscient qu'il faut modifier, qu'il y a des travaux à faire, mais ça nous paraissait précipité de lancer ça avec notre mandat qui démarre. Donc voilà, mais le projet est en cours d'élaboration avec le club de tennis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM? Oui, je veux bien juste faire une explication de vote. Pour que ça soit plus simple, quand on votera pour, on ne donnera pas forcément d'explication, mais quand on vote contre, on s'ajoute des explications, ça paraît logique. Donc on va voter contre cette délibération, vous en doutez. Si les tennis, cette dépense n'est pas annulée, si elle est reportée, il n'y avait pas forcément d'urgence à supprimer dans une DER, puisqu'on peut reporter des crédits, etc. Donc je ne comprends pas bien l'explication. Alors, au conseil municipal, c'est dur de débattre. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, quand il y aura des commissions, ça sera plus simple. Mais aujourd'hui, voilà, les explications sont, pour nous, je pense que ces tennis, ça fait longtemps qu'ils sont attendus par le club. Ça fait longtemps, nous, qu'on en parlait, on avait réussi à les financer. Donc voilà, on trouve pas logique de les supprimer comme ça d'entrée rapidement dans une DER. Voilà. Donc on votera contre essentiellement pour cette question. Une petite précision. On a choisi donc du coup de passer cette VM sur les tennis parce qu'effectivement il y a un projet qui va se relancer. Donc c'est juste un report et on est en train de voir quelle est la meilleure solution avec le club et si le projet initial correspond entièrement à leurs besoins et si en termes de financement on est allé chercher les subventions qui étaient possibles à ce moment-là. Je sais qu'il y a eu une recherche de subvention qui a été faite, qui couvrait une petite partie, mais peut-être on peut envisager autre chose. Ouais. Donc on a préféré la reporter. Mais peut-être. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision budgétaire modificative numéro 1? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. On passe à la deuxième délibération sur le budget. L'admission en non-valeur et créances éteintes dans divers produits communaux. Claire, à toi la parole. Alors, je vous informe des courriers de M. le trésorier de Turin concernant 2 états de créances irrécouvrables après échec des tentatives de recouvrement et de jugement contentieux. Ainsi, le trésorier demande l'admission en non-valeur des titres datant de 2017 à 2019 pour un montant de 613,12 € qui se décompose ainsi. Donc vous avez le tableau en dessous. Il y a 80,55 € de poursuites sans effet concernant l'école de musique sur l'année 2017, 196,05 € de combinaison infructueuse d'actes sur les marchés 2017. Sur les marchés, cette fois-ci en 2018, nous avons 159,90 € de combinaison infructueuse d'actes et 93,60 € pour le motif décédé et demande de renseignement négative. Concernant 2019, la garderie périscolaire, donc il y a 7,42 €, donc c'est un seuil qui est inférieur au seuil des poursuites. Pour la restauration périscolaire, toujours en 2019, il y a 57,68 € pour le même motif. Concernant les TAP périscolaires, donc 17,72 € également pour les mêmes motifs. Et l'école de musique, 20 centimes, donc qui est bien inférieur au seuil de poursuite. Donc, ce qui fait bien un total de 613,12 €. Donc, je vous informe que la
surendettement avec effacement de la dette ou pour clôture avec insuffisance d'actifs pour un montant global, cette fois-ci de 1 209,58 €, uniquement pour le produit de restauration périscolaire qui se décompose donc sur plusieurs années. En 2014, le montant était de 273,20 €, 2016, 483,79 € et 2017, 452,59 €, ce qui nous fait bien un total de 1 209,58 €. La créance éteinte s'impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n'est possible. Conséquence, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable L14, il est proposé, donc je propose au conseil municipal, d'admettre en valeur la somme de 613,12 € et d'inscrire les crédits nécessaires au budget à l'article 6541, créance admise en valeur, et d'admettre en créance éteinte la somme de 1 209,58 € et d'inscrire les crédits nécessaires au budget à l'article 6542, créance éteinte. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Les délibérations adoptées. Je vous remercie. Troisième délibération, concernant cette fois-ci la révision numéro 2 de l'autorisation de programme et crédit de paiement pour la construction de la maison des associations et les aménagements des abords du complexe sportif Jean Valois. Claire, à toi la parole. Merci. Et la délibération numéro 2019-7-10-29 du Conseil municipal du 14 mars 2019 a permis l'ouverture d'une autorisation de programme pour l'opération de la construction de la maison des associations et les aménagements des abords du complexe sportif Jean Valois. Cette délibération a mis au vote des crédits de paiement sur les 2 années d'exercice prévisionnel de l'opération. La délibération numéro 2020-7-10-010 du Conseil municipal du 29 janvier 2020 a permis la révision numéro 1 de la PCP numéro 1-2019. Pour rappel, les autorisations de programme AP constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. Et donc les crédits de paiement, CP, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le budget N ne tient compte que des CP de l'année. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement. Elles sont votées par le conseil municipal par délibération distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps. Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des APCP. Toutes les autres modifications, révision, annulation, clôture doivent faire l'objet d'une délibération. Le suivi des APCP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire. Budget primitif, décision modificative, contre administratif. En début d'exercice budgétaire, les dépenses d'investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par le maire jusqu'au vote du budget, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Il est donc proposé de réviser l'APCP numéro 1-2019 pour l'opération de la construction de la maison des associations et les aménagements des abords du complexe sportif Jean Valois, de la manière suivante, compte tenu des évolutions survenues sur ce projet, plus ou moins value, actualisation de prix et avance. La révision numéro 2, donc, qui concerne donc la PCP numéro 1-2019, il y avait un montant des autorisations de programme de 1 220 000 € de la délibération du 14 mars 2019. Au niveau des montants des crédits de paiement, donc on avait un CP de 2019 à 914 000 €, et donc il y a un CP en 2020 de 306 000 €. Au niveau des crédits réalisés 2019, il y a eu un montant de 460 226 € et un crédit à reprendre de 2019 de 453 774 € sur le CP 2020.
29 janvier 2020, donner un montant des autorisations de programme de 13 250 €, donc on va apparaître en crédit paiement 2020. Et donc la révision numéro 2, un montant des autorisations de programme de 15 000 € qui apparaît en crédit paiement 2020. Ce qui fait un total APCP numéro 1-2019 révisé, donc 1 248 250 €, avec un réalisé en 2019 de 460 226 €, et donc un crédit de paiement 2020 à 788 024 €. Donc je demande au Conseil municipal de décider de réviser l'autorisation de programme et crédit de paiement APCP numéro 1-2019 comme énoncé ci-dessus. Je viens de l'énoncer. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération concernant l'aménagement extérieur du complexe Jean Valois? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous en avons fini avec les budgets et les finances. Alors, pour l'instant, concernant l'intercommunalité, donc on a 3 délibérations. On est toujours d'accord qu'on vote à main levée. Parfait. Donc, dans le cadre de la nouvelle gouvernance à la CAPV, il y a 3 commissions. Il y a 4 commissions, mais il y en a 3 sur lesquelles les communes doivent être représentées. La commune de Tullin, compte tenu du nombre d'habitants, peut être représentée par 4 titulaires, dont au moins un conseiller communautaire et 4 suppléants. Il y a 3 commissions, donc la première délibération concerne la désignation des représentants donc, du conseil municipal de Tullin à la commission transition écologique à la CAPV. Donc, vu l'article 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral numéro 99-8823 en date du 2 décembre 1999, instituant la communauté d'agglo du Pays Voironnais, considérant qu'il convient de désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants de la commune au sein de la commission de transition écologique de la communauté d'agglo du Pays Voironnais, et considérant que le conseil municipal doit procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués. Donc, alors, nous avons fait le point avec toutes les équipes, et je vais donc vous proposer pour la commission transition écologique la liste suivante. Alors, pour les titulaires, je vous propose Florian Grenier, Claire Péchel, Françoise Soulier et Aude Picard-Wolf. Je vous propose aussi les suppléants, on votera tout d'un coup. Laetitia Serpaggi, Sébastien Magnier, Nadège Mancino et Éric Glénat. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? S'il n'y a pas de candidature, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Ah, pardon, une question alors. C'est juste une remarque qui me vient à l'esprit. Il y a eu des discussions au niveau de la CAPV, je voulais peut-être informer le conseil municipal de ça, sur le nombre de représentants titulaires et suppléants dans les communes de notre importance. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'a joué, mais tu dois le savoir, Gérald, où il y a eu plusieurs demandes. Au début, c'était prévu 3. C'est ce que j'avais lu dans les textes qui ont circulé. Et voilà, le fait que ce soit monté à 4, moi j'étais intervenu là-dessus pour que justement les oppositions des collectivités de notre importance puissent être représentées. Donc il faut remercier à la fois le Pays Voironnais d'avoir entendu cette demande-là, parce que c'est vrai qu'à 3 titulaires, on aurait pu comprendre que c'était compliqué de faire de la place aux minorités. À 4, c'est possible, et donc en tout cas, je vous remercie de nous laisser un peu de place au Pays Voironnais. On prendra dessus un peu plus tard. Ça me paraît normal, de toute façon, on est tous conseillers municipaux, donc on doit participer, c'est la commune qui est représentée, donc au Pays Voironnais, donc voilà, c'est un
vote sur la liste des titulaires et des suppléants que je vous ai annoncés. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Commission suivante, donc la commission, on va voter donc la désignation des représentants du conseil municipal à la commission économique de la CAPV. Donc vu l'article 21-33 du Code général des collectivités, vu l'arrêté préfectoral numéro 99-88-23 en date du 2 décembre 1999, instituant la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, considérant qu'il convient de désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants de la commune au sein de la commission économique de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, considérant que le conseil municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués. Je vous propose pour la commission économique les titulaires, donc Gérald de Cantournay, Laetitia Serpaggi, Dolores Adamski, Arnaud Collet. Pour les suppléants, Florian Grenier, Florent Debéchillon, René Martin et Françoise Soulier. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ou des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Alors, on passe à la dernière commission, donc la désignation maintenant des représentants du conseil municipal à la commission solidarité de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Vu l'article L 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral numéro 99-88-23 en date du 2 décembre 1999, instituant la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, considérant qu'il convient de désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants de la commune au sein de la commission solidarité de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, considérant que le conseil municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués. Donc pour la commission solidarité, je vous propose pour les titulaires Brahim Saadi, Pascal Lubin, Jean-Charles Banqueri et Franck Présumé. Pour les suppléants, Anne Drogo, Florian Grenier, Claire Péchel et Clotilde Berthier. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ou des questions? Donc, Monsieur Augier, en fait, a été contacté par mail. Bon, visiblement, il ne reçoit pas nos mails, mais je ne sais pas. Mais il a été contacté par mail en même temps que Franck Présumé, avec les mêmes propositions de 3 commissions, et je n'ai jamais eu de retour. Voilà. Donc on considère que lui ou son équipe ne souhaitent pas participer aux commissions. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et la délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, nous en avons terminé avec la partie intercommunalité. Je vous propose de passer à la vie quotidienne, une délibération rapportée par Florian Grenier. Florian, je te laisse la parole. Merci. Alors, la délibération concerne aussi la signature d'une convention de déneigement des voiries de la zone d'activité et de la déchetterie avec la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Dans le cadre du déneigement des voiries dans la zone d'activité du Pays Voironnais, la commune de Tullin a conclu en 2013 et en 2016 une convention avec la communauté d'agglomération du Pays Voironnais prévoyant la délégation de ce déneigement au service technique de Tullin pour une durée de 3 ans. La dernière convention est arrivée à échéance le 30 novembre 2019. Cette convention précise des modalités techniques et financières permettant la réalisation du déneigement de l'ensemble des voiries situées dans la zone d'activité du Cloras, depuis la déchetterie jusqu'à l'entrée du rond-point de la RD 45, ainsi que le contournement des bennes et de la plateforme supérieure de la déchetterie. Un décompte pour la déchetterie et un décompte pour la zone d'activité seront
au début du mois d'avril, pour un mandatement au 30 avril. Il est proposé de reprendre les coûts de la convention précédente, à savoir un coût horaire TTC de 67 € et un prix de tonne de sel à 104 €. Une plus-value de 50% sera appliquée pour les heures de nuit et de 100% pour les heures de jour, fériés et de week-end. Je vous demande donc d'autoriser M. le maire à signer la convention d'aménagement des voiries de la zone d'activité et de la déchetterie avec la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, ainsi que les éventuels avenants. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante concerne le foncier, et donc c'est Florian qui nous rapporte cette délibération. Alors, cette délibération concerne l'acquisition d'une parcelle appartenant à la SNCF dans le cadre de l'aménagement de la place des droits de l'homme, quartier du Salamon. Dans le cadre de l'aménagement de la place des droits de l'homme réalisé par la commune, le conseil municipal a approuvé par délibération numéro 2019-3.1-126 du 5 décembre 2019 l'acquisition pour un montant de 3 000 € d'une partie de la parcelle AN 413 non bâtie d'une superficie d'environ 200 m² appartenant à la SNCF Voyageurs. Suite à la division effectuée par le cabinet de géomètre Agathe, la parcelle concernée par cette acquisition à détacher de la parcelle AN 413 représente finalement une surface de 146 m² pour une valeur estimée à 450 € par France Domaine. Je vous demande donc d'approuver l'acquisition de la parcelle au prix de 450 € et d'autoriser M. le maire à signer tout document en rapport avec cette acquisition. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération acceptée. Je vous remercie. Alors, délibération suivante concerne l'éducation. Donc, Anne Drogo étant absente ce soir, c'est moi qui vais m'en charger. Donc, cette délibération concerne la signature d'une convention de participation financière aux frais de fonctionnement de l'école privée Saint-Laurent. Donc, vous avez en annexe la convention de participation financière. Quelques lignes d'explication. Donc, la commune participe au financement de l'école privée Saint-Laurent sous contrat d'association avec l'État, au travers d'une convention avec l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, l'OGEC, les Portes de Chartreuse. Donc, je vous précise que les dispositions légales relatives à la scolarité des enfants d'âge maternel ont changé. Donc, depuis la loi numéro 2019-791 du 26 janvier 2019, dite loi pour une école de la confiance, l'obligation de scolarisation est fixée maintenant à 3 ans. Donc cette loi a modifié le Code de l'éducation qui établit dans son article L131-1 l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Et dans son article L131-2, l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux ou toute personne de leur choix. Donc, au vu de ces éléments, il est donc nécessaire d'établir une nouvelle convention de financement prenant en compte les enfants scolarisés en classe de maternelle. Donc, je demande au conseil municipal d'approuver la convention de participation financière aux frais de fonctionnement de l'école privée Saint-Laurent entre la commune de Dullin et l'OGEC et de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut apporter des questions. Je vous écoute. Oui, donc cette convention est obligatoire, il n'y a pas de souci. Par contre, ça va représenter un surcoût non prévu pour la commune. Alors, est-ce que vous avez chiffré ce surcoût? Et deuxième question, on est un petit peu surpris du montant calculé pour l'école maternelle qui est le double de l'école primaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur cette différence? Et puis, dernier point, vu que c'est encore une dépense nouvelle qui est imposée par l'État, nous aimerions qu'au prochain conseil, vous proposiez une motion demandant à l'État de compenser cette dépense nouvelle. Alors, première question concerne le montant de
surcoût. Ouais, du surcoût. Alors, j'ai les chiffres, on les a sur... voilà, c'est ça. Donc, un enfant scolarisé en classe élémentaire, 753 €, et donc un enfant scolarisé en classe de maternelle, 1513 €. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi il y a un tel écart entre les deux. Parfait. Ça, c'est la deuxième question. La première, c'était le surcoût global. Oui, alors le surcoût global... 1513 par combien d'enfants? En fait, aujourd'hui, on n'a pas le décompte... on l'a le décompte ou pas? Parce que c'est Anne qui a fait. Mais sinon, il y a 80 enfants entre l'école élémentaire et l'école maternelle qui sont scolarisés à l'école privée. Et de mémoire, c'est 50 en élémentaire et 30 en maternelle. Donc il suffit de faire 50 fois 45 000. Alors, en fait c'est pas totalement un surcoût, dans le sens où la commune a obligation d'instruction pour les enfants, qu'ils soient à l'école municipale ou en école privée. Donc si les enfants tulinois qui sont scolarisés dans l'école privée étaient scolarisés dans l'école municipale, ça représenterait un coût pour la commune. Le nombre d'enfants est variable chaque année, donc effectivement on est sur 50 en primaire et 30 en maternelle. Et le coût a été calculé sur la base de ce que coûte un enfant de maternelle ou de primaire au niveau de l'école municipale. Je ne sais pas si ça répond à votre question entièrement. Il y en avait 3 de questions. Alors, moi, On en a une. je peux compléter sur la différence, parce que maintenant, ta question, Eric, c'était sur pourquoi c'est si cher en maternelle par rapport à un élémentaire. Alors, en fait, en école maternelle, on a plus d'encadrement. Et par exemple, les ATSEM sont en école maternelle, alors qu'il n'y a pas d'ATSEM à l'école élémentaire. Donc le surcoût vient essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement de l'encadrement qui est... on a été surpris aussi des chiffres, mais c'est réellement ce que coûte aujourd'hui un petit Tulinois à Desmoulins coûte 753 €, un petit Tulinois à Floréal ou en maternelle à Fur coûte 1513 €, et c'est surtout dû à des charges de personnel, d'encadrement. Ok, c'est ce qui nous semblait. Par contre, est-ce que vous êtes assuré que l'école privée va assurer le même service? Est-ce qu'il y aura le même taux d'encadrement à l'école privée? Ça, on ne peut pas le garantir, mais on espère quand même que de toute façon c'est réglementaire. L'encadrement dans les écoles, c'est un encadrement. L'école privée est sous convention avec l'éducation nationale. À l'école de Tullin, on a toujours été au-dessus de ce qui était demandé. J'espère que l'école privée s'alignera. Autrement, c'est une subvention déguisée s'ils n'assurent pas le même service. Ok. C'est quelque chose sur lequel on devra être vigilant. Et la deuxième question, enfin, il y avait une troisième, c'était... L'éventualité de présenter une motion au prochain conseil. Alors, on a rencontré l'OGEC, voilà, qui nous ont dit que l'État compenserait cette somme. Voilà. Donc, je dis compenserait, parce qu'on est au conditionnel, et donc Anne Drogo et Luc Lauvergeat sont après travailler sur ce dossier-là, parce que ça serait compensé. Voilà, le surcoût dû à l'école maternelle. Et comme souvent, l'État annonce des choses, et puis après, il faut creuser un peu plus pour essayer de trouver la subvention. Mais l'OGEC nous a confirmé que c'était pris en charge par l'État. Voilà, on retient votre idée de motion pour le prochain conseil municipal. D'autres questions sur ce projet de convention? En fait, ça date de l'année scolaire dernière depuis, déjà, que c'est applicable. Voilà, c'était juste une petite précision. Depuis 2019, en effet. Ouais, juste pour préciser, on va forcément voter pour parce que c'est la loi. On va pas s'opposer à la loi. En revanche, c'est vrai que par rapport à ce que disait, par rapport aux questions d'Éric, on aurait pu mettre dans la convention ce qu'a relevé Éric sur le fait qu'on est OK pour donner 1513 €, à condition que le service soit le même, et notamment au niveau des ATSEM. Et je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu écrire dans la convention. Vu que ce n'est pas écrit, je pense que c'est quelque chose qui doit être négocié avec l'OGEC. Et
données publiques dans notre intervention, que les choses soient bien claires. Mais si on donne la même somme à l'école privée, il faut que le service soit le même. Voilà. Ça me paraît juste. Et puis sur la notion, j'insiste, je pense que c'est un vrai surcoût, Leclerc, c'est un vrai surcoût pour la collectivité. D'ailleurs, si vous avez suivi l'actualité, au moment où Jean-Michel Blanquer a proposé cette loi qui est le code de la confiance, je vois pas même rapport entre le titre et le contenu, moi, mais bon, ça c'est un autre problème. Ça a été une vraie polémique, voilà, ça a été présenté par certains comme un cadeau à l'école privée, etc. C'est bien un surcoût. Si c'est 30 élèves en maternelle fois 1500, c'est 45 000 euros. C'est un coût énorme pour la commune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 45 000 euros, c'est une grosse somme. Donc cette somme, effectivement, Blanquer a dû communiquer sur le fait qu'il allait compenser. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit écrit quelque part qui va compenser. Donc je pense qu'une motion, c'est important. Une motion prise en plus à la majorité d'un conseil, la majorité d'un conseil municipal, l'unanimité d'un conseil municipal, ça peut avoir du poids. Parce qu'il y a pas mal de communes, à mon avis, qui vont prendre ce type de motion quand elles vont être obligées de voter ce type de délibération. Voilà. Ok, donc On est prêt à travailler sur un texte avec vous au prochain conseil municipal sur les motions. Ok, et bien écoute, c'est entendu. Juste pour quand même pour clôturer le sujet, dans tous les cas, ces 30 enfants auraient été, s'ils n'étaient pas à l'école privée, scolarisés dans nos écoles maternelles, donc nous aurait coûté aussi 1500 et quelques euros. Ah ben si, c'est le coût. La maternelle privée, non. Non, mais depuis la nouvelle loi et l'obligation d'instruction à 3 ans, les enfants, de toute façon, doivent être scolarisés. Voilà. Donc la scolarisation a un coût. Ils sont scolarisés. Les enfants aujourd'hui en France, il y a 96% des enfants de 3 ans qui sont scolarisés. C'est là qu'il y a... Oui. C'est là qu'il y a une... Enfin, moi, je ne veux pas... S'ils étaient en maternelle, à Floréal ou à Fur, ils bénéficient. Prenez le micro, c'est bien. Et puis on évite de se parler les uns sur les autres en demandant la parole, s'il vous plaît. Je pense que vous ne parlez pas de la même chose. En fait, c'est la différence par rapport au budget de l'année précédente. C'est 45 000 euros qu'il va falloir dégager en fonctionnement. C'est ça, je pense, ce que vous voulez. Et ces 45 000 euros, forcément, il faudra les déprendre sur un autre poste. Et c'est là qu'on parle d'augmentation de dépenses. Mais effectivement, ces enfants-là, ils coûtent à quelqu'un de toute façon à un moment donné. Mais sur le budget de la commune, c'est pas rien de trouver, si c'est bien de 45 000 euros dont il s'agit, c'est pas anodin, c'est une dépense qui n'est pas anodine et qui forcément diminuera une autre dépense dans un autre chapitre, un autre poste. Là, on est bien d'accord. Voilà, c'était ça. Oui, c'est une dépense supplémentaire, on est d'accord. C'est bien qu'on ne discute pas chacun dans son coin et qu'on demande la parole, que ce soit de notre côté comme de l'autre côté. René. Simplement pour comprendre. Non, le micro, René. Soyons disciplinés. Allô? Excusez-moi. Simplement, c'était pour comprendre bien l'esprit. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est clair. Par contre, j'aimerais bien savoir si j'avais entendu tout à l'heure, c'est que l'État s'était engagé via Blanquer et compagnie à compléter ou pas? Pour reprendre ce que j'ai dit, l'OGEC, à qui nous allons verser les 45 000 euros, nous ont dit que l'État leur avait dit qu'ils compenseraient. Mais ils n'ont rien écrit non plus. On est après chercher sérieusement ce qui a été dit, et voilà, même si Franck pense que ce n'était pas précisé, alors nous, l'OGEC nous l'a dit, donc on va chercher. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Ah non, on attend le micro.
est-ce que tu sais, enfin, est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui, enfin, l'année dernière, pour les primaires de l'école privée, le montant était de 700 et quelques euros ou c'était un montant supérieur? C'était ça. À peu près ça, Oui, oui. parce que, enfin, c'était ça, c'était le même montant. En fait, les coûts d'un enfant à l'école élémentaire est assez régulier. Voilà. Non, la nouveauté, c'est qu'on va devoir verser pour chaque enfant en maternelle. Voilà. Et donc, sur Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe ensuite donc, au personnel communal. Donc, c'est moi qui vous rapporte cette délibération. Première délibération. La création d'un poste d'adjoint technique au service entretien. Donc, suite à l'évolution faite lors d'un audit interne sur le service entretien, il apparaît nécessaire d'ajuster les besoins en personnel en fonction des bâtiments communaux et équipements sportifs ou culturels à entretenir. En conséquence, je vous propose de créer un poste d'adjoint technique à temps complet rémunéré sur la base de l'indice majoré 327 et de modifier le tableau des effectifs. L'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Je vous demande d'adopter la modification du tableau des effectifs ci-dessus, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes lignes du tableau, s'il vous plaît? Le tableau des effectifs. Bah oui, celui qui comporte 6 lignes, avec 2 services techniques. C'est la délibération d'après. C'est la modification du tableau des effectifs. Donc je vous donnerai les explications une fois qu'on aura voté cette délibération concernant la création d'un poste. Alors le tableau ci-dessus, de quel tableau il En fait, ce n'était pas le tableau, c'était les mentions faites ci-dessus. L'explication, c'est-à-dire la création, la titularisation d'un poste, la création d'un poste d'adjoint technique au service entretien. Donc c'était pas un tableau, c'était la création du poste. C'est juste le texte qui est au-dessus, Oui, c'est ça? Et après, on a une délibération sur la modification du tableau des effectifs. Oui, donc il y a quand même la ligne modifiée du tableau des effectifs dans votre délibération, mais Oui. après ça c'est formel, je ne sais pas. Mais C'est ça, voilà. il n'y a pas de tableau. Des questions? D'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc maintenant, nous passons à la délibération numéro 11, la modification du tableau des effectifs. Donc, afin de permettre les recrutements en cours sur 4 postes, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs sur les grades suivants. Donc, on va faire ligne par ligne. Alors, premier, ça concerne les services techniques. Donc, il y a la suppression d'un emploi à temps complet de 35 heures au grade d'adjoint administratif territorial et la création d'un emploi à temps complet au grade de rédacteur territorial à la date du 15-10-2020. Je vous propose de, si vous avez des questions, qu'on fasse ligne par ligne. Parce que ça concerne... Voilà, donc là, est-ce que vous avez des questions? Sinon, Oui. après... Oui. Ben, la question, ça sera ligne par ligne, c'est pourquoi à chaque fois? Oui, simplement. Ok, alors, là, c'est un poste d'un
recherches de subventions. Aujourd'hui, cette personne était sur un emploi donc à temps complet, mais au grade d'adjoint administratif territorial. Et compte tenu de ses compétences, il paraît utile de monter son grade et donc de le passer à rédacteur territorial. Voilà. Parce que cette personne avait été recrutée sur un poste qui s'était libéré et il y avait, on va dire, inadéquation entre le grade et les compétences. Ce qui pose problème du coup pour le recrutement, c'est-à-dire que pour recruter quelqu'un qui est en charge des marchés publics et des subventions, le grade d'adjoint administratif territorial est un peu limite et du coup on a très peu de candidatures. Voilà. Est-ce que je peux vous répondre? Donc ça, j'entends bien le décalage entre les compétences de la personne et la fiche de poste, en quelque sorte. Mais est-ce que la personne a le grade de rédacteur territorial? Ou est-ce qu'elle va être obligée de passer un concours pour pouvoir coller Oui, il y a un recrutement qui sera fait. Ah, il y a un recrutement, d'accord. C'est pas une personne, c'est pas la même personne. C'est pour permettre au recrutement d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont candidater. Sinon, le grade, voilà, on a moins de monde qui candidate. Voilà, c'est pour adapter le grade aux compétences du poste. D'autres questions pour cette ligne? Donc, on passe à la... Donc, toujours pour les services techniques. Donc, la création d'un emploi à temps complet au grade de technicien territorial principal, première classe, au 15-10-2020. Donc, explication avant la question. Cette personne, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, en conseil municipal de fin août, nous avions créé un poste d'ingénieur territorial. Et en fait, ce poste, nous allons le fermer, parce que le DST, donc c'est la ligne qui va correspondre au recrutement du DST, le DST a été recruté, et en fait, il a un grade de technicien territorial principal première classe. Donc du coup, nous allons fermer le poste d'ingénieur et ouvrir ce poste de première classe. Voilà, pour le DST qui a été recruté et qui arrive mi-décembre. Voilà, donc là c'est une adaptation de poste aussi. Des questions? Je passe. Ah donc, la ligne. Alors, là je fais les deux lignes suivantes. Donc dans le cadre, donc ce concerne le service formalité administrative, donc c'est le départ d'un agent à la retraite à la fin de l'année que nous devrons donc remplacer. Donc pour formalité administrative et donc pour nous laisser l'opportunité de pouvoir recruter soit un rédacteur principal de deuxième classe, il faut donc ouvrir les deux postes. Mais nous ne recruterons pas deux personnes. Une fois que cette personne sera recrutée, l'un des deux postes sera fermé. Voilà, c'est juste pour se donner la possibilité à des rédacteurs ou à des rédacteurs principaux de deuxième classe de postuler pour le remplacement de cet agent qui va partir à la retraite le 31 décembre. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux lignes? Oui, donc si je comprends bien, la personne actuellement en poste, elle est rédacteur ou rédactrice de première classe, c'est ça? Oui. D'accord. Du coup, ça vous donne les trois possibilités. Et après, on fermera ce qu'on n'aura pas besoin. D'accord. Parce que le problème, c'est 3 mois pour lancer le recrutement. Si on crée ces postes qui en part, on perd 3 mois. Donc, voilà. Donc on anticipe. Idem. Les deux autres lignes, même chose, pour la direction générale des services. Donc, même chose, hein, pour anticiper donc, le remplacement de Paul Guillot, on ouvre deux postes, donc un emploi à temps complet avec le grade d'attaché territorial et d'attaché principal, pour permettre de recruter l'un ou l'autre de grade. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le tableau? Ah, j'ai pas fini, j'aurais dû lire. J'ai deux dernières questions. Donc, je suis un petit peu surprise de voir cette façon de procéder.
Moi, c'est la première fois que je vois ça, mais j'imagine que vous avez été conseillé par le centre de gestion. Pour l'avoir vu aussi en communauté, soit commune, soit d'agglomération, de mémoire, j'ai rarement vu l'ensemble des grades figurer en création de poste avant le recrutement. On a confiance sur ce point. Et le deuxième point, c'est il y a une modification du tableau, avec notamment une suppression de postes, même s'il ne s'agit pas de réelle suppression de postes, moi, je m'entends bien, mais on en avait parlé lors du comité technique, ça nécessite normalement l'avis du comité. Ça avait été demandé. L'avis du comité technique avait été demandé par les représentants du personnel. Du coup, cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Voilà, je voulais le souligner. Si vous pouviez me dire la raison de... Est-ce que c'est un choix de part ou il y a une urgence? Je ne sais pas. Alors, la suppression sèche d'un poste doit passer en comité technique. Il y a une procédure qui est bordée et donc ça doit passer en comité technique. Là, on n'est pas sur une suppression, on est simplement sur une adaptation de poste. Voilà. Donc il n'y a pas de nécessité de passer en comité technique, comme on vous avait dit la dernière fois. Donc voilà, on a aussi des problèmes d'urgence, hein, comme on fait des conseils municipaux tous les mois, et que des comités techniques, il n'y en a pas régulièrement. On ne peut pas prendre trop de temps dans les recrutements, parce que pour le coup, là, sur les services techniques, aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, donc ça, c'était la deuxième. Après, sur la manière de faire, c'est ça. Nous, on est accompagné par le centre de gestion, voilà, qui maîtrise parfaitement les procédures de recrutement. Donc, c'est ce qu'il nous propose de faire, sachant que là, on ouvre des postes, mais ce n'est pas des recrutements. On se donne la possibilité de recruter des personnes avec ce grade, et une fois qu'on aura procédé au recrutement, on fermera les postes, comme ce qui va se passer pour le DST. Voilà. Donc, je termine de lire. S'il y a des questions, j'y réponds après. Donc, vu l'article 2123-12 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, je vous demande d'adopter la modification des emplois détaillés ci-dessus, d'inscrire au budget des crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Voilà, est-ce qu'il y a des questions encore sur cette modification du tableau des effectifs? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération acceptée. Je vous remercie. 12e délibération, donc la mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions et suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, donc le RIFSEP, indemnité de fonction de suggestion et d'expertise IFC, et complément indemnitaire annuel CIA, filière technique. Est-ce que vous voulez que je vous lise tout? J'allais poser une motion pour dire que tu ne lises pas tout, Gérard, s'il te plaît. Tout qu'on l'a lu, alors, je ne sais pas dans votre groupe, mais nous, on l'a lu avec attention, je te le promets. Donc, je dépose cette motion. C'est dommage parce que je vais t'entraîner toute l'après-midi. En gros, pour résumer, et Paul me corrigera, elle me corrige si je fais des bêtises de toute façon. Le RIFSET avait déjà été, il y avait déjà eu des délibérations sur le RIFSET, et là en fait c'est une mise à jour pour les services techniques qui n'en faisaient pas partie, c'est ça? Voilà, il y a un grade qui manquait, donc je crois qu'aujourd'hui en fait c'est complet. D'après ce qu'on m'a expliqué au niveau des DRH, les ressources humaines, tout est maintenant, je vous promets, il n'y en aura plus de délibération sur le RIFSET. Voilà, donc c'est pour ça celle-là on aurait pu la lire quand même, c'était la dernière. Non? Non? Vous n'êtes pas joueur quand même. Hein. Non.
Bon, alors là, ça veut dire qu'il faut tourner beaucoup de pages. Alors, je vous propose, du coup, il n'y a pas de questions, puisque tout le monde a tout compris. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, on passe à la délibération numéro 13, la création de 2 postes en accroissement temporaire d'activité. Alors, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l'article 3-1, vu l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant le besoin de pallier à un surcroît d'activité à la direction des ressources humaines en raison de la cyberattaque subie lors du premier trimestre 2020, suivi de la période de confinement ayant engendré un retard dans le traitement de certains dossiers, notamment en matière de retraite et de carrière. Considérant le besoin de pallier un surcroît d'activité de la Direction générale des services en raison du retard dans le traitement de certains dossiers durant la période de confinement et à l'augmentation des missions dans le cadre de la nouvelle organisation de cette direction, je rappelle à l'Assemblée que le contrat initial d'accroissement temporaire d'activité ainsi que son renouvellement éventuel est limité à 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. Je vous propose donc la création de 2 postes en accroissement temporaire d'activité à temps complet. Les agents seront rémunérés sur la grille d'adjoint administratif territorial à l'indice majoré 327 pour 35 heures hebdomadaires. Je vous demande d'approuver la création de 2 postes d'adjoint administratif territorial en accroissement temporaire d'activité tel que présenté ci-dessus, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions ? Justement, pour rebondir sur la dernière phrase, quel est le montant des crédits supplémentaires inscrits au budget? Et est-ce que ça ne pose pas trop de problèmes en cette période difficile? Alors, moi, je réponds sur la nécessité des 2 postes, et puis Claire vous répondra sur la partie budgétaire. Donc, juste pour vous donner une explication, par exemple, sur les ressources humaines, tous les avancements d'échelon n'ont pas été faits depuis le début de l'année. Donc il y avait un énorme retard dû à la cyberattaque aussi, donc, que vous avez connu. Et puis à la DGS, il y avait des personnes, des agents en arrêt maladie, l'arrivée de la nouvelle équipe, la période Covid, les vacances ont fait qu'il était urgent d'essayer de rattraper le retard. Voilà. Et ce qui devrait se faire d'ici la fin de l'année. Voilà, donc c'est des postes d'accroissement temporaire qui vont être sur une période assez réduite. Donc, ça n'engendre pas des coûts non plus énormes, même si c'est des coûts supplémentaires, je suis d'accord. Claire, est-ce que tu as... Ah pardon, t'as pas mis le micro. Et l'énergie atomique. La question était concernant le montant, c'est ça. Donc on espère que le retard va pouvoir, le retard accumulé sur 2020, notamment avec la période de confinement, va pouvoir se régler assez rapidement. On avait budgété pour 3 mois, donc jusqu'à la fin de l'année. Donc normalement, je n'ai pas le montant exact sous les yeux, mais par contre, je peux revenir vers vous et vous le donner d'ici la fin de semaine. D'autres questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération acceptée. Je vous remercie. Délibération suivante.
suivante, la formation des élus. Alors, la formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Dans les 3 mois du renouvellement de l'Assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et les crédits couverts à ce titre. Les organismes de formation doivent être agréés. Je vous rappelle que conformément à l'article L2123-13 du Code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat, et ce, quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Je vous propose, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2123-12 et suivants, et R4135-19-1 et suivants, vu la loi numéro 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions des mandats locaux, vu la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, vu le décret numéro 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux, considérant que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, considérant que les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la commune, chaque élu pourra bénéficier pour la durée du mandat des droits à la formation selon ses souhaits. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants. Agrément des organismes de formation, dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune, liquidation de la prise en charge sur le justificatif des dépenses et répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. Alors, les thèmes privilégiés seront notamment en début de mandat, par exemple, les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole, bureautique, gestion des conflits, etc. Il est donc proposé qu'une enveloppe budgétaire correspondant à 20% des indemnités de fonction des élus soit consacrée chaque année à la formation des élus, soit pour 2020 la somme de 4 000 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, pardon, en fait, c'est juste une question technique. 20% des indemnités de fonction des élus, je ne sais pas s'il y a une coquille ou ça me paraît bizarre, que 4 000 € correspondent à 20% des indemnités de fonction des élus. Annuel, je pense que c'est annuel. Même annuel, ça me paraît bizarre. Voilà, c'était juste. Est-ce que c'est 4 000 qui est faux ou si c'est 20% qui est faux? Il y a mon avis, à votre avis. Bon, c'est à vérifier, mais. Ce qui est important, je pense que c'est la somme de 4 000. D'accord. On cherche et on vous répond. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous en sommes arrivés à la fin des délibérations de ce conseil municipal. Il est donc temps de passer aux questions orales. Je laisse la parole à ceux qui souhaitent poser des questions. Alors, on a quelques revendications, on va mettre ça comme ça, quelques demandes concernant d'une manière générale la participation en interne de notre groupe minoritaire, mais aussi ça pose la question de la participation citoyenne en externe, un des sujets de la campagne électorale sur lequel je crois on était d'accord. Je ne veux pas faire forcément procès d'intention, on sait que vous êtes une nouvelle équipe, vous vous mettez en place, etc. Mais on veut quand même vous dire qu'on a le sentiment pour le moment d'être un peu ignoré. Notre groupe
ça va s'améliorer. Il y a déjà eu quelques améliorations, mais on a besoin de plus d'informations. On est déjà intervenu sur ce sujet-là la dernière fois. Voilà, maintenant qu'on a une adresse mail, on aimerait recevoir quelques informations et partager quelques informations avec vous. On comprend aussi qu'il y a des choses que vous devez garder évidemment dans votre équipe, il n'y a pas de souci, mais bon, aujourd'hui je pense qu'il y a une juste mesure à trouver. Donc on a 3 demandes. Tout d'abord, on en a parlé un peu par rapport au Covid. Je pense qu'il est temps, on est dans une nouvelle phase. Il y a eu l'urgence, etc. C'est pas forcément simple à gérer. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisés, mais nous, on vous proposerait bien qu'il y ait une forme de cellule, une commission Covid, on peut l'appeler comme on veut, dans laquelle on puisse, nous, être représentés pour gérer cette crise. Donc il y a des choses à gérer au quotidien, il y a des choses à imaginer pour la suite, il y a aussi l'évaluation des conséquences sur nos finances, par exemple, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs. Donc il me semble que ce serait intéressant de partager sur cette question-là qui est évidemment qui intéresse tous les Turinois et tous les Turinois. Deuxième demande sur le même sujet, c'est on a eu un échange, Gérard, tu nous as dit que le règlement intérieur serait voté au prochain conseil municipal. On aimerait participer à son élaboration. Lors du dernier mandat, il y avait une commission, alors on l'avait animée avec Eric et l'ensemble des groupes minoritaires de l'époque. Et ça me semble important de partager ça et de ne pas le découvrir le soir du conseil municipal. Il n'y a pas de commission encore, etc., parce que c'est le règlement intérieur qui fait fort. Donc je pense que c'est important qu'on arrive le soir du conseil municipal avec un consensus qu'on aurait travaillé avant, plutôt que de passer un bon moment au conseil municipal là-dessus. Donc il y a cette demande du groupe de travail sur le règlement intérieur. Et puis on a appris par Tunamag qu'il y aurait ou qu'il y aura ou qu'il y a une consultation sur la question de la semaine scolaire et des rythmes éducatifs. On a été étonné de l'apprendre comme ça. On pense que sur un sujet de telle importance, l'avenir de nos enfants, il me semble qu'il faut élargir la question d'abord dans le conseil municipal. Donc bon, la commission scolaire n'existe pas encore, ce qu'on peut comprendre, mais voilà. Je pense qu'on aurait pu instaurer un groupe de travail pour élaborer cette consultation, si elle existe. On ne connaît pas son statut, on ne sait pas si... voilà, il y a plein de choses à discuter là-dessus, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et puis surtout, on pense que on est un peu sur le fond, je commence le travail de fond, si jamais on en discute entre nous. Mais comment dire, on ne peut pas faire une consultation comme ça sans un débat, d'abord entre nous, avec la population, avec les parents d'élèves qui ne sont pas encore élus, les conseils d'école ne sont pas encore mis en place. Cette consultation, si elle est lancée, là, elle nous paraît prématurée et elle doit venir. On n'est pas contre, c'est dans le programme, c'est normal. On n'est pas contre, mais il faut que ce soit fait de manière intelligente, concertée. Et donc pour cela, on demande aussi un groupe de travail spécifique sur ce sujet-là, dans lequel on pourrait intervenir en attendant que la commission scolaire, j'espère, s'empare de ce sujet. Voilà, donc un même thème, 3 demandes, le Covid, le règlement intérieur et la question de la semaine scolaire. Ok, alors, comme tu l'as dit, on se met en place, ça fait 3 mois, donc voilà, petit à petit on va prendre nos marques et vous saurez, comme on s'était engagé, à ce que vous soyez intégrés dans les débats. Quand les commissions seront créées, ce sera beaucoup plus simple parce que ce sera les lieux de débat des projets qu'on apportera. Et tu as dit que vous étiez 4, mais non, vous êtes 7, hein, en fait, dans la minorité. Vous êtes 4, mais on a aussi 3 autres personnes, donc tout le monde sera intégré dans les commissions. Chacun aura sa place pour débattre sur les projets.
Concernant la cellule Covid, Claire vous en parlera parce qu'on a déjà travaillé là-dessus. Concernant le règlement intérieur, donc comme tu l'as dit, les commissions seront mentionnées dans le règlement intérieur que nous voterons au prochain conseil municipal le 19 novembre. Et donc il est prévu que nous travaillons ensemble sur le règlement intérieur. Nous ne souhaitons pas que le prochain conseil municipal soit le lieu de débat sur le règlement intérieur. Donc, on repartira de celui qui a été fait pour le mandat précédent et on travaillera ensemble dessus pour que tout soit dedans. Voilà, comme ça, je te l'avais dit par mail qu'on fonctionnerait avec vous et donc je maintiens ce que je dis. Voilà, je serai associé à la réalisation de l'élaboration de ce règlement intérieur. Ensuite, concernant la consultation sur les rythmes scolaires, donc c'était une mesure phare de notre programme. On l'avait annoncé rapidement qu'on consulterait les parents à peu près au cours du premier trimestre sur leur volonté de rester à 4 jours et demi ou de repasser à 4 jours. Donc la consultation est en passe d'être lancée pour qu'on ait des vrais chiffres sur lesquels on puisse travailler. Parce qu'aujourd'hui, oui, on veut revenir à 4 jours, d'autres à 4 jours et demi. On veut une vraie image de ce que les parents pensent. Et derrière, on ne va pas décréter la réforme entre nous. Il y aura des groupes de travail qui seront montés et le projet passera bien sûr en commission, dans la commission de Anne Drogo, qui est en charge du projet, qui a commencé à travailler avec les acteurs éducatifs, parce que dans un premier temps, ce projet de rythme scolaire doit se faire avant tout avec ceux qui sont concernés et qui sont au quotidien avec les enfants. Donc les enseignants, les parents, bien sûr, et tous les agents qui sont dans le périscolaire. Donc c'est un gros travail que nous voulons mettre en place pour 2021, la rentrée 2021. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de mettre en place. Et c'est pour ça qu'on veut lancer cette consultation rapidement pour savoir quelle est la teneur et quelle est un peu la volonté des parents. Mais rien n'est acté. Et bien sûr que c'est un travail sur lequel on aura besoin de beaucoup de monde, y compris des groupes minoritaires s'ils souhaitent s'intégrer au débat. Et connaissant vos profils, j'imagine que vous aurez plein de choses à nous apporter dans ce milieu que vous connaissez bien. Voilà, sur la cellule Covid, on ne l'a pas appelée cellule Covid, mais on avait imaginé pendant la période électorale qu'à un moment donné, il fallait peut-être mettre en place aujourd'hui une sorte de cellule de crise. Avec ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple, la grêle, où ça a été nouveau à Tulin, et donc on s'est dit, la grêle, après la crise sanitaire, on s'est dit peut-être que ça serait une bonne idée de mettre en place une sorte de cellule de crise, de gestion des risques. Et c'est ce que nous avons fait par l'intermédiaire de Claire qui va vous en parler, où on a travaillé dès le début de notre mandat sur la mise en place de cette cellule de crise pour pouvoir répondre le plus efficacement possible et le plus rapidement possible à la population, aux acteurs économiques, et d'essayer de fédérer des gens autour de cette problématique. Et Claire, je te laisse la parole si tu veux en dire quelques mots. Alors, on est reparti du PCS qui était existant sur la commune, ainsi que l'ICRIM, pour un petit peu avoir la liste des risques qui était déjà pris en compte par la cellule de crise qui existait auparavant sur la commune. On a travaillé à son actualisation, notamment sur les risques sanitaires, qui n'étaient pas mentionnés sur ce PCS, pour pouvoir justement faire face à ces nouveaux risques qu'on connaît actuellement. Donc on a travaillé dessus. L'idée, c'est de vous présenter, bien évidemment, d'ouvrir ce groupe de travail qu'on avait constitué pour vous présenter déjà les modifications que nous, on souhaite mettre en place et puis avoir votre expertise et votre expérience pour voir ce qui pourrait éventuellement encore manquer.
Donc ça, c'est le premier point. Sur la partie impact Covid sur les finances, j'ai demandé un premier état des lieux au mois de juillet de l'impact Covid sur les dépenses et les recettes de la commune. Je me tiens à votre disposition et on peut échanger avec Myriam Guignardi et moi-même là-dessus. Il n'est pas encore complet, j'en ai redemandé un parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, notamment sur la partie recettes. On ne savait pas comment l'État se positionnerait sur certaines dotations qu'ils ont l'habitude de faire en fonction des conditions sanitaires, des fermetures de certains établissements notamment. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Ah si, la participation citoyenne. Peut-être revenir dessus. C'est dans ma délégation. La participation citoyenne, c'est également quelque chose qui était prévu à notre programme. Vu les conditions sanitaires actuelles, il y a plusieurs parties de la participation citoyenne qu'on ne peut pas faire. Mais en tout cas, je vous présenterai les esquisses du projet et puis un petit peu le timing que l'on a prévu. Mais en tout cas, on se tient à votre disposition aussi. Si vous souhaitez participer, interagir sur des sujets, vous pouvez aussi nous contacter sans souci. Je ne sais pas si c'est les questions orales, si c'est un lieu de débat. C'est vrai que comme on n'a pas de lieu de débat encore, on a envie de débattre. Et bon, j'entends, je pense qu'il faudra formaliser un peu les choses, quoi. Déjà, si on se voit pour le règlement intérieur, on va pouvoir formaliser les choses et je dirais formaliser les lieux de débat où on pourra échanger de façon moins formelle aussi dans un conseil municipal. Donc, on entend ça, mais voilà, nous on est prêts à travailler, on l'a dit. Donc on va commencer par ça. Sur la question du Covid, c'est une question très transversale, donc je pense est-ce qu'il ne faudra pas peut-être créer une commission spécifique. Moi je refais cette demande pour que, voilà, qu'on ne soit pas juste dans la question-réponse, mais qu'on construise des choses ensemble. Et sans entamer le débat de fond sur la semaine scolaire, je trouve que faire la consultation avant le travail, je ne comprends pas bien la démarche, mais sauf à refaire une consultation à la fin pour voir si les gens ont changé d'avis, ou si des gens qui ne sont pas venus voter sont venus voter, mais je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments pour... On sait que quand il y a des consultations comme ça, brutes, on connaît les résultats, il suffit d'aller voir ailleurs. Alors que c'est vraiment un travail éducatif aussi, de partager des choses. On avait fait ce travail, nous, dans toutes les communes, ça s'est fait d'ailleurs au moment du vote de la loi. D'ailleurs, je rappelle que la loi, c'est 4 jours et demi. Il faut demander une dérogation pour avoir 4 jours. Donc la loi, c'est toujours 4 jours et demi. Et donc, déjà, la première question, c'est pourquoi changer les choses, quoi. Donc, mais là, je rentre déjà dans le fond et je suis incorrigible. Et voilà, en tout cas, moi, je ne comprends pas bien la démarche de faire une consultation au départ et d'organiser le débat après, parce que vous allez vous retrouver avec une consultation et des chiffres, et qui vont être compliqués après de faire bouger. Ou alors, on considère qu'il faut vraiment expliquer aux gens que c'est un focus et que ce n'est pas un sondage ou un référendum, quoi. Je ne sais pas comment ça sera présenté, mais si c'est présenté comme ça, vous ne pourrez rien faire derrière. Le débat, c'est le débat de fond, ça ne servira à rien derrière. Moi, ça c'est mon avis. Maintenant, vous avez fait ce choix-là, on verra. Mais en tout cas, on sera prêt à travailler avec vous, et même en externe. Moi, je vous le dis à titre personnel, je me battrai pour laisser la chance à nos enfants de Tullin d'être à 4 jours et demi, parce que c'est ce rythme scolaire-là qui bénéficie au plus grand nombre des élèves, notamment pour la réussite scolaire, et notamment des plus faibles. Donc, je me battrai, voilà, j'annonce la couleur dès le départ. Moi, je défendrai ça et j'espère trouver les endroits où je pourrai m'exprimer. Sinon, on les trouvera tout seul. Voilà. Ok, le débat est lancé sur les 4 jours et demi. Voilà. Non, mais tout le monde, toutes les bonnes volontés seront associées au débat.
c'est pas dogmatique de vouloir retourner à 4 jours ou de rester à 4 jours et demi. Nous, on n'est pas dans le dogme. Donc, on veut proposer une alternative aux parents. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. D'autres questions orales? S'il n'y a pas de questions orales, je vous propose de lever la séance. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end avec un peu d'avance. Et avant de partir, avant que Paul nous gronde, il faudra venir signer la feuille d'émargement, s'il vous plaît, avant de partir. Merci à tous. Prochain conseil municipal le jeudi 19 novembre, 18h30, en espérant qu'on puisse le faire dans cette salle, parce qu'on agrandit de plus en plus le cercle. Merci à vous.